Ah, l'azote liquide. L'azote liquide. Il est quelle heure? Vous avez l'heure, non? David, ah oui, il faut y aller maintenant avec l'azote liquide, c'est ça? Mais c'est ennuyeux parce que on a encore 14 expériences à faire. Ah non, mais non, vous n'allez pas rester toute la nuit. Si. Alors, vive la science, vive la chimie. Voilà. Ça, c'est bien, vous êtes convaincus. Hein. Ah, tiens. Alors, l'azote liquide, il ne faut pas rigoler. Hein. Alors, on rigole plus, donc on met des lunettes. L'azote liquide, là, c'est un truc qu'il faut faire un peu attention. L'azote liquide, c'est de l'air qu'on a comprimé et qui est à environ moins 200 degrés. Moins 196, on s'en fiche, mais moins 200. Alors, c'est donc quelque chose de très froid. Bon. Donc, on va regarder comment ça se comporte. Alors là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide. Comment ça se comporte? On a une casserole. Ah oui, la perche, oui, la perche. Bon. Alors, on va d'abord en verser un peu dans la casserole. Voilà. Ouais, enfin, c'est pas grave. Hein. Bon. Alors, vous voyez, j'ai une feuille d'arbre. Je mets une feuille d'arbre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que l'eau dans la feuille d'arbre, elle se congèle, et donc... Bon. Donc déjà, on sait qu'il ne faut pas mettre une feuille d'arbre dans l'azote liquide, parce que sinon l'eau se congèle et ça casse comme du verre. En revanche, on va se le réchauffer un peu. Et c'est redevenu souple. Mais entre-temps, c'est cassé. Alors maintenant, voilà pourquoi il ne faut pas mettre maintenant son doigt dans l'azote liquide. Vous voyez, j'ai un doigt. On va rajouter un peu d'azote liquide parce qu'il faut en mettre plus. Voilà. Alors comment c'est liquide? Parce que quand on refroidit les gaz très fort, ça devient liquide. Hein. Alors vous voyez, donc ça bout parce que ça... si vous portez de l'eau à plus que 100 degrés, elle bout dans les conditions normales. Mais là, lui, il bout à moins 200. Donc comme on est à plus que moins 200, ça bout. Alors je pense que je peux sortir mon doigt. Hein. Vous vous rappelez, c'est un doigt. Et voilà le doigt. Hein. Alors, j'ai pas intérêt à mettre les miens. Et voilà pourquoi d'habitude, on a des gants. Hein. Quand on manipule de l'azote liquide, vous avez vu, j'ai des lunettes. Parce que s'il y a une projection d'azote liquide, à ce moment-là, ça devient très grave. Tiens. Qu'est-ce qui se passerait si je mettais un petit peu de ce machin-là? Alors, comme il y a du liquide, ça va sans doute congeler. Alors, on va le tourner. Voilà. Voilà, il est là. Et maintenant, regardez, une meringue glacée. Alors, ça, c'est pas de la chimie, c'est pas de la science, c'est de la cuisine. Ce qu'on a fait avant, c'était de la science, parce qu'on voulait comprendre les phénomènes. Et alors, je vous donne, pour terminer, la définition de la science, ma définition, c'est explorer chercher les mécanismes des phénomènes. Et on les cherche pas n'importe comment, on les cherche avec une méthode, et cette méthode, c'est la méthode scientifique que je vais essayer de vous montrer là, si je la trouve, parce que, voilà, la voilà. Alors, je reprends mon micro, pardon. Donc voilà la méthode scientifique. Donc il y a un ou une scientifique, parce que les femmes, elles ont le droit aussi. Hein. Cette personne se balade dans le monde, elle voit une montagne. Alors elle se dit, tiens, ça m'intéresse, je veux comprendre pourquoi il y a une montagne. Donc je vais commencer par faire quelque chose qui s'appelle des mesures. Alors les mesures, par exemple, je mesure la pente de la montagne en fonction de l'altitude, je creuse, je mesure des tas de choses. Donc j'ai plein de noms. Donc déjà, en science, c'est des gens qui aiment les nombres, qui aiment le calcul.
Le calcul, c'est pas tout à fait pareil que les mathématiques, à mon avis. Hein, mais le calcul. Et les calculs, vous avez vu que c'est facile. On calcule le nombre de bulles, quelle taille elles ont, combien il y a de cheveux sur la tête. Donc c'est quelque chose d'amusant et de facile. C'est bien mieux que regarder des trucs à la télé où il y a des gens qui jouent au tennis. Alors on a un torticolis parce qu'il y a la balle qui va de gauche à droite. C'est un truc de con, ça. Hein. Sachez que j'ai des invitations pour les tribunes d'honneur de Roland-Garros tous les ans. Et je les refuse en disant « je ne vais pas perdre mon temps à faire des bêtises ». Le calcul, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Bon. Alors, donc, il y a des gens qui font ça. Alors, une fois qu'on a des nombres, comme c'est indigeste les nombres, on les réunit en équations ou en lois. Alors, il y a des lois, elles ne sont pas difficiles à apprendre. Vous voyez, est-ce que vous avez l'air un peu bête? Est-ce que vous pouvez dire P égale MG? Non, mais c'est juste pour les besoins de l'expérience. P égale MG. P égale MG. Donc même lui arrive à le dire, P égale MG. Non, mais vous avez l'air malin comme tout. Hein. Et puis d'abord, c'est le plus malin parce qu'il s'est mis au premier rang, donc il voit mieux. Bon, on l'applaudit, il mérite. Hein, bon. Donc quand on a des nombres, on les réunit en lois, mais les lois, c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut comprendre les mécanismes des phénomènes. Tout à l'heure, on voulait comprendre pourquoi le blanc en neige apparaît blanc quand on est en lumière blanche. À ce moment-là, on a une théorie, et alors c'est là où il y a un truc à dire, les théories c'est toujours faux. Alors, c'est faux, et les bons scientifiques, à mon avis, ils cherchent surtout à montrer en quoi les théories qu'ils produisent eux-mêmes sont fausses. Pour les améliorer, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas complètement fausses, elles sont imprécises. Donc on fait une prévision expérimentale, ensuite on fait une expérience, et on espère toujours que l'expérience nous montrera autre chose que ce qu'on avait prédit. Parce que si on fait une mesure et qu'on trouve ce qu'on attendait, on a fait une mesure, mais si on trouve quelque chose qu'on n'attendait pas, on a fait une découverte. Et les scientifiques, ils veulent faire des découvertes, et Einstein disait que la science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à lever un coin du grand voile. Comprendre le monde, c'est ça. Questionner le monde, comme disait David, c'est ça. Lever un coin du grand voile. Alors on pose notre regard sur le monde, il faut aller voir. Hein. Et nous, on voit avec des instruments de mesure qui sont parfois merveilleux. Moi, par exemple, j'ai un jouet, j'allais dire à la maison, mais c'est au laboratoire. J'ai un jouet, j'espère que j'ai une photo. Vous voyez, par exemple, ici, c'est une étude. On a étudié le bouillon de carotte. Bon. Et l'appareil de droite, ça s'appelle un appareil de résonance magnétique nucléaire. C'est mon jouet. Ça vaut à peu près 500 000 €. Il est à moi. Je joue avec toute la journée. Je suis heureux. Et je suis bien plus heureux que tout au monde. Donc après, on ne sait pas combien on gagne, on ne sait pas si on est bien habillé, on s'en fout, parce que de toute façon, on a avec soi un appareil de résonance magnétique nucléaire et la vie est belle. Donc voilà. Alors, il faut que je m'arrête parce qu'il me fait signe. Il y a maintenant les questions. En tout cas, bravo d'avoir été aussi curieux. Donc, applaudissez-vous, s'il vous plaît. Alors, les questions. Qui a des questions? On a, je crois, 20 minutes. Hein, donc, alors, ceux qui ont des TIPE, ne loupez pas le coche, hein, parce que je ne reçois pas d'équipe de TIPE au labo, parce qu'il y a 30 demandes par jour, donc j'y arrive pas. Donc s'ils me demandent chacun 1 heure, j'y arrive pas. Donc profitez-en pendant que je suis là. Hein. Pardon, je dois ajouter aussi que j'ai fait un site exprès où il y a marqué dedans, il y a une page espace TIPE, et j'explique comment faire un bon TIPE. Et puis en plus, il y avait, comme c'est toujours les mêmes questions, les questions en général c'est est-ce que la gastronucléaire est une chose dangereuse pour la santé? Bon, alors j'ai mis la réponse à la question. Alors, vous avez quoi comme question par exemple? La première, c'était quoi? Comment la transformation chimique des aliments influe sur leur goût? Comment la transformation chimique des aliments influence? Ah bah tiens, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît, vous voyez, j'ai une bouteille de vinaigre. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît penser, bien regarder cette bouteille, c'est vinaigre d'alcool blanc, et puis dire le mot vinaigre. Non mais tout le monde. Vinaigre. Dites-le encore un peu. Vinaigre. Vous pensez bien au vinaigre? Vinaigre. Ouais. Eh bien, vous êtes en train de saliver. Et quand... Ben oui, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai. Alors, pourquoi vous salivez? Parce que le vinaigre, c'est acide. Donc, ça attaque les muqueuses, ça attaque la peau. Mais comme la salive, c'est ce qu'on appelle un tampon, c'est-à-dire quelque chose qui protège contre l'acidité, quand on pense au vinaigre, il y a un réflexe qui fait qu'on libère de la salive. Donc, rien que de penser au mot, ça change le goût. Alors tout change le goût, la consistance, la couleur. Alors c'est très amusant de colorer un vin blanc en rouge
et on a l'impression que c'est un vin rouge, alors que le goût n'a pas changé. Donc, oui, ça change. Bon, autre question. Ah oui, attendez. Transformation chimique, quand même, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que vous voyez ici, non, je vais prendre cet exemple-là. Là, j'ai mis de la vodka. Pardon, est-ce que la vodka est un produit chimique? Non, non, non. La vodka, c'est de la vodka, c'est un produit. Est-ce que l'œuf est un produit chimique? Non. Donc ici, on a mis de la vodka dans de l'œuf. Donc est-ce qu'on a fait une transformation chimique? Non. Parce que la chimie est une science, et on n'a pas fait de la science, on a fait de la cuisine. Enfin, est-ce qu'on a fait de la cuisine ou est-ce qu'on a fait de la science? C'est ça qui est compliqué. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas simplement intérêt à dire, est-ce que les transformations moléculaires changent le goût? La réponse, elle est évidente. Si vous prenez du sucre et vous le chauffez très fort, vous faites du caramel. Est-ce que le caramel a le même goût que le sucre? Ah non, donc vous avez la réponse. Vous-même. Oui, une autre question. Alors, est-ce que les valeurs nutritionnelles sont conservées au cours d'une réaction chimique? Une transformation moléculaire. Est-ce que les valeurs nutritionnelles... Oh, les valeurs nutritionnelles. Les valeurs nutritionnelles. Moi, je ne comprends pas. Les valeurs nutritionnelles. Attendez. En général, quand vous allez entendre un mot de plus de 3 syllabes, ça veut dire qu'on veut vous vendre quelque chose ou qu'on vous ment. Donc là, valeur, ça va. Enfin, j'ai un doute, parce que je suis pas sûr. Mais nutritionnelle, waouh! Qu'est-ce que c'est qu'une valeur nutritionnelle? Alors, j'ai une expérience. J'ai une expérience amusante. Voilà. Il y a, on vous dit que la vitamine C, c'est un antioxydant. Ah, où est-ce qu'il est, mon permanganate? Personne n'a vu pour moi. Ah, si, voilà. Voilà. On dit donc que la vitamine C est un antioxydant. Il faudrait que quelqu'un qui vienne m'aider, encore une fois. Vous voulez venir? Oui, venez, venez, venez. Alors, l'idée, c'est passer derrière, s'il vous plaît. Vous mettez de l'eau dans le verre qui est propre. Alors ensuite, il faut que j'ai de la vitamine C. Voilà. Alors ensuite, tiens, l'idée c'est vous mettez très très peu de... Alors ça c'est du permanganate de potassium, hein, donc c'est très très joli. C'est à cause du permanganate de potassium que moi je suis chimiste. Vous en mettez très peu, quelques grains. Un peu plus quand même. Là il y a 3 grains. Ouais. Encore un peu, allez-y. Voilà, ça va. Vous pouvez reverser. Alors, vous pouvez le lever, lever le verre. Voilà. On va touiller. Bon, c'est une très jolie couleur. Dans le temps, on disait que le pourpre, c'était la couleur des empereurs. Hein. Les empereurs avaient leur toge en pourpre parce qu'on teignait les toges des empereurs avec des décoctions d'un coquillage qui s'appelait le murex. Bon, c'est violet. Bon. Alors, on vous dit, la vitamine C, c'est bon pour la santé parce que c'est antioxydant. Antioxydant, déjà, on nous ment. Hein. Donc, on nous bourre le mou. Hein. Est-ce que c'est vrai? Le permanganate, c'est oxydant. Et c'est même pour ça que dans le temps, on le mettait sur les blessures pour tuer les microbes. Donc, on va voir. Moi, je vous ai apporté la vitamine C. Alors, en vrai, ça s'appelle acide ascorbique, un peu plus haut, pour qu'il voit bien. Donc, on va en mettre. On va bien voir si ça fait quelque chose, le permanganate. Attendez, on va touiller. Ah, touiller, ça se dit pas en chimie de touiller. Mais si, ça se dit, c'est la vraie vie. Ah, ouais, c'est antioxydant. Ah, et ben voilà pourquoi je suis chimiste. C'est absolument merveilleux. C'est mieux que transformer l'eau en vin aux noix de canard. Ouais, elle est formidable, bravo. Ouais, il y a une question là-bas. À quoi elle sert votre machine? Non, 500 000 euros. Ah oui, à quoi elle sert la machine? Ah oui, oui, alors, ça c'est une... Alors, il a bien raison. Il y a une... Pardon, j'ai un conseil à vous donner pour ne pas devenir plus bête. Quand vous entendez un mot que vous ne comprenez pas, vous voyez, moi je n'ai pas compris valeur nutritionnelle. En vrai, hein, je ne comprends pas. Quand vous entendez un mot que vous ne comprenez pas, d'abord vous ne le répétez pas, et ensuite... Vous essayez de comprendre, vous interrogez la personne. Valeur nutritionnelle. Tiens, c'était quoi valeur nutritionnelle? Non, on ne va pas l'embêter. Il faut que je réponde à la question à quoi elle sert la machine. Alors, c'est très bien. Non, on l'applaudit parce qu'il est extra. Il est extra, ouais. Il est extra parce qu'il a osé dire « je ne comprends pas ». Et ceux qui disent « je ne comprends pas », ils font de la bonne science.
Sur le mur de mon labo, il y a écrit cette phrase « Tenir le probable pour faux jusqu'à preuve du contraire ». Bon. Vous voulez que je vous le répète? Non, ça va? Bon, c'est bon. Alors, cette machine. Donc, dans cette machine, on met un tube qui est un peu comme ça, mais un peu plus petit. Vous voyez, on le met... Ah. Bon, vous voyez, il y a des espèces de 2 tuyaux en haut. Hein, et au milieu, il y a un petit truc noir. Donc, on met le tube à cet endroit-là. Et là, on appuie sur un bouton qui est à côté, là-bas, sur un ordinateur. Et le bouton arrête de faire marcher l'air comprimé. Et comme il n'y a plus d'air comprimé, alors le tube, il est soufflé par l'air comprimé, comme ça. Donc il tient en l'air, il est vite. Quand on arrête l'air comprimé, ça descend. Et ce machin-là, c'est un énorme aimant. Et quand on met des molécules dans un aimant, elles se comportent de telle façon que si on s'y prend bien, on peut savoir comment ces molécules sont construites. Donc moi, j'y mets des bouillons de carottes et j'arrive à comprendre ce qu'il y a dans un bouillon de carottes. Par exemple, en ce moment, on essaye de savoir, tiens voilà, pourquoi les abricots cuits sont plus acides que les abricots crus? Bizarre, hein? On prend un abricot, on le mange, c'est bon, on le cuit, on fait une tarte aux abricots, ça devient acide. Ben, je comprends rien. Alors, tiens, qui pense que j'ai raison de gaspiller l'argent de l'État pour étudier la cuisson des abricots? Qui pense que j'ai tort? Hein? Qui hésite encore? Parce que je vous rappelle que vous êtes enfin, vous et vos parents, vous payez mon salaire, hein? Je suis agent de l'État. Hein? Voilà, voilà une question à laquelle je ne répondrai pas. C'est une question étincelle comme tout à l'heure, comme l'estomac. Autre question. J'ai répondu, ça va? Bon. Oui? Qu'est-ce qui va arriver à la casserole? Qu'est-ce qui va arriver? Rien. La casserole. D'abord, la saucisse, elle est cassette. Oui. Voilà. Et la casserole, il n'y a rien, il n'y a plus rien. L'air s'est évaporé. Non, c'est du métal, c'est pas un doigt, il n'y a pas d'eau dans la casserole. Donc la casserole ne congèle pas, en quelque sorte. Mais on pourrait arriver à faire des bêtises avec, oui, oui, oui. Mais déjà, si je la colle sur la tête, je peux faire des bêtises, hein, oui. Oui, une question. Dans un article de l'Express où il parle de vous, il est dit que la cuisine moléculaire est fondée sur quelques 14 équations mathématiques. Donc quelles sont-elles? Le problème, c'est que vous avez cru ce qui est marqué dans l'Express. Ah non, qui est-ce qui croit ce qui est marqué dans les journaux? Eh ben, faites un peu attention quand même. D'abord, alors, il y a eu un article de l'Express. Redites la phrase exacte. Parce que je n'ai pas très bien compris. Donc, il y avait un article de l'Express qui a parlé de moi, ça c'est sûr. Et puis, il est dit que la gastronomie moléculaire est fondée sur 14 équations. Donc, ça n'est pas vrai. La seule chose qui soit vraie, c'est que, alors c'est dans le PowerPoint, mais c'est très loin, enfin beaucoup plus loin, donc on va le prendre, on va y aller directement. Il y a une année, enfin c'est en 2002, j'ai étudié toutes les sauces françaises en particulier. Alors il y en a 451 sauces classiques françaises, donc j'ai passé à peu près un an à faire toutes les sauces. Alors quand on fait une sauce au laboratoire, on ne la fait pas comme on l'a fait là, hein, on l'a fait 100 fois et on mesure tout, on pèse tout, on vérifie tout. Hein. Et alors, voilà le tableau un peu plus loin. Il doit... Ah tiens, voilà voilà par exemple ça c'est une mayonnaise. Hein. Donc voilà, c'est une sauce, c'est une mayonnaise. Ce qu'on voit, c'est alors c'est au microscope, hein, donc c'est un microscope qui coûte 3 francs 6 sous, c'est pas un gros microscope, celui-là c'est un tout petit. Hein. Cette photo-là, c'était même un microscope acheté dans un magasin de jouets avec une bague en carton, et à l'époque ça s'appelait un Instamatic, c'est un appareil photo qui valait 15 €. Hein. Alors ce qu'on voit, c'est que dans une mayonnaise, ces machins-là, c'est des bulles d'air, il y en a 4, très peu, et le reste, c'est des gouttelettes d'huile. Donc une mayonnaise, c'est des gouttelettes d'huile qui sont tassées dans l'eau du vinaigre et du jaune d'œuf. Et comme vous voyez, vous pouvez vous tasser contre lui? Non, pas lui? Non, vous n'avez pas envie? Allez, tassez-vous. Et vous aussi? Ouais, tassez-vous, ouais. Est-ce que vous pouvez bouger? Non. Donc, quand on est tassé... Donc, vous voyez, c'est pareil. Si vous prenez une gouttelette d'huile, elle est tassée avec les autres, donc elle ne peut pas bouger. Mais celle-là, elle est tassée, donc elle peut bouger. Donc, si aucune gouttelette d'huile ne peut bouger, la mayonnaise, qui est pourtant faite d'un liquide, ne peut pas couler. Bon, elle paraît solide, parce que les gouttelettes d'huile ne peuvent pas bouger. Bon, alors je reviens à cette question-là.
Il faut que je trouve le... Ah, voilà. Donc voilà les sauces que j'ai étudiées. Ouais, j'ai pris que les sauces françaises, hein, parce que j'ai déjà assez de boulot comme ça. Hein. Alors... Oui, mais la sauce portugaise, c'est une sauce française. Pardon. Vous voyez, il y a des sauces qui s'appellent sauce allemande. La sauce allemande, c'est une très grande sauce française. Bon, alors voilà. Donc l'idée, c'est que j'ai pris toutes ces sauces, je les ai faites, je les ai pesées, mesurées, etc. Regardez au microscope. Donc les mousses, c'est des mousses, ça veut dire des bulles d'air dispersées dans l'eau. Les mayonnaises, tout à l'heure, on a vu que c'est des gouttelettes d'huile dispersées dans l'eau. Ce sont deux types physiques différents. Eh bien, quand on prend toutes les 451 sauces françaises, on arrive à voir qu'il y a 23 types. Donc c'était pas 14, c'était 23. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a des types qui ne sont pas présents. C'est-à-dire que la cuisine n'a pas inventé. Et quand on regarde en fonction de l'histoire, dans l'histoire de la cuisine, bon, l'histoire de la cuisine, elle commence à peu près en 1319 avec un livre qui s'appelle Le Viandier d'un gars qui s'appelait Guillaume Tirel, qu'on appelle Taïwan. Hein. Eh bien, le nombre de types de sauces a augmenté régulièrement. Et aujourd'hui, ben, le nombre, il est infini, parce que si on prend une formule, on peut écrire la formule, et à ce moment-là, on a une nouvelle sauce. Donc, vous voyez, il y a une relation entre la science et la technologie. La science, elle s'arrête là, elle dit, tiens, je vous dis maintenant, il y a 23 types, on a produit une connaissance nouvelle, et la technologie, c'est-à-dire les ingénieurs, disent, ah ouais, mais alors, cette formule-là, je ne la vois pas, je vais la faire. Eh bien, c'est une sauce nouvelle. Donc voilà la technologie. Donc la technologie, elle utilise les connaissances produites par la science pour en faire usage technique dans les usines. Ça va? Et donc l'Express disait des âneries. Alors, autre question, ouais. Je voulais en venir à ça. Est-ce qu'on peut introduire des notions de mathématiques alors dans la gastronomie moléculaire? Alors, est-ce qu'on peut introduire des notions de mathématiques? Oui et non. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a une différence entre calcul et mathématiques. Alors, il faudrait que je vous trouve un exemple de qu'est-ce que j'ai fait ce matin, un calcul qui soit récent. Alors, mon métier, ça ne consiste pas à faire des mayonnaises. Hein. Ça consiste à utiliser des logiciels, des programmes de calcul. Alors, il y en a un que j'adore. C'est ce programme qui s'appelle Maple. D'abord, c'est joli, c'est le nombre d'une feuille d'arbre. Hein, c'est érable, si je ne me trompe pas. Et alors, on va prendre un exemple récent. Voilà l'appareil de résonance magnétique nucléaire. Il affiche sur un écran ce machin-là. Alors ça s'appelle un spectre. Alors, nous, on n'est pas là pour regarder des images sur des écrans. On est là, en particulier, pour essayer de calculer la surface qui est en dessous, là, parce que ça nous dit la quantité des molécules qui sont présentes. Donc, pour calculer les surfaces, eh ben, il faut qu'on soit malin. Donc, on utilise le logiciel, par exemple, Maple, et on fait alors, on appelle ça du code, c'est-à-dire de la programmation. Alors, la programmation, c'est du calcul, hein, et avec ça, alors c'est un exemple, hein, dans celui-là, c'est un exemple, et avec ça, on trace des courbes qui décrivent des choses. Alors, ça, c'est de la programmation, c'est pas du calcul au sens des équations différentielles ou des équations, mais toute la journée, on fait des équations différentielles ou des équations, parce que le monde est écrit en équations différentielles, on va dire ça comme ça. Et si vous ne savez pas ce que c'est que l'équation différentielle, je reviendrai vous l'expliquer une autre fois. Donc la science, c'est que du calcul, et pas des maths, parce que les mathématiques, c'est des mathématiques. Les mathématiques s'intéressent à leurs objets, et moi j'appelle calcul l'utilisation des mathématiques pour faire ce qu'on fait nous. Mais toute la journée. Nous, on n'a pas de casserole au labo, hein. Ça, je l'amène de chez moi. Hein. Voilà. Oui oui, pardon. Est-ce que vos recherches scientifiques vous ont permis de trouver des nouvelles choses dans la cuisine, la vraie, enfin? Vous avez vu le... Oui, mais vous avez vu. Regardez. Ah tiens, on va en faire une nouvelle recette. Non, j'ai mieux. Vous allez voir comme c'est facile. Pour montrer comme c'est facile, il faut que j'aille assez loin, là-bas. Je vais vous montrer que la technologie est une chose. Merveille, voilà. On va y aller là, comme ça. Bon, alors... en anglais, ça veut dire l'invention n'est rien, mais il n'y a rien d'autre que l'invention. Bon. C'est un jeu de mots, hein, c'est juste pour rigoler. Alors, vous voulez que je vous le raconte en vous emmerdant ou en vous amusant? En vous amusant. Donc, il y a des Martiens, et les Martiens visitent la Terre. Alors, vous savez que dans la vie, il y a deux sortes d'envie.
ou de jalousie. Il y a l'envie blanche et l'envie noire. L'envie noire, c'est celle qui détruit ce qu'on n'a pas, et l'envie blanche, c'est celle qui pousse à avoir ce qu'on n'a pas. Les Martiens sont pleins d'envie noire. Donc ils regardent les terriens qui se régalent avec des choucroutes, des pot-au-feu, des cassoulets, des mayonnaises. Ils disent « Ah, j'ai pas tout ça, je suis très envieux, donc je les rends tous amnésiques, je zigouille tous les cuisiniers et je brûle tous les livres de cuisine. » Et le Martien repart. Ça sert à rien, c'est simplement un acte un peu débile, mais c'est comme ça. Les Martiens, ils sont comme ça. Et alors, nous, on se retrouve tous ensemble, et on a faim, et on ne sait plus cuisiner. Alors, c'est pas parce qu'on ne sait pas cuisiner qu'on n'a pas les ingrédients. Donc, il nous reste des machins comme ça. Et ça, on ne sait pas que ça s'appelle un œuf, puisqu'on est amnésique. Hein. Donc, on se dit, bah tiens, soit je lui donne un nom, soit je lui mets un numéro. Alors, vous savez que les pas martiens, ils aiment bien donner des numéros. Donc, l'œuf est à l'origine de toute chose, on lui donne le numéro 1. Pour la viande, ça serait le numéro 2, pour le poisson, le numéro 3, etc. Donc, on a un œuf. Hein. On ne sait pas, mais on a un numéro 1. Alors, les enfants, vous leur donnez une montre, ils la cassent. Donc, vous leur donnez un œuf, ils le cassent. Et comme on ne sait pas que ça s'appelle le blanc, le blanc et le jaune mélange, etc., on dit donc c'est le premier nombre, ça veut dire œuf, et le deuxième, ici, ça veut dire jaune d'œuf. Bon, ça tombe bien qu'on ait oublié le nom, parce que le jaune d'œuf, il n'est pas jaune, il est orange. Bon. Et alors maintenant, les enfants, ils bidouillent. Donc s'ils ont un blanc d'œuf, c'est-à-dire un numéro 6, un 1-6, ils vont y mettre de l'alcool. Donc on va donner un numéro à l'alcool. Tiens, l'alcool, on va lui donner numéro 6. Donc ce machin-là, d'abord c'est une nouvelle recette, parce que ça n'a jamais été publié, c'est 1-6-6. Bon. Maintenant, on va prendre un tableau, rappelez-vous, Jean-Marie Laine vous dit, pour être intelligent en chimie, on va faire des tableaux. Donc on va mettre en haut 1, ensuite 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, puis ensuite 1, 1, 1, 1, 1, 2, etc. Vous avez compris. Le nombre de numéros, il est infini. Alors on va les faire. Voilà le 1, 1, 6. Ça veut dire vous prenez un œuf, vous le laissez entier, et vous le mettez dans un verre, comme ça, avec de la vodka. Vous attendez 3 mois, vous obtenez ce résultat-là. Il n'a jamais été publié, et si la vodka est bonne, c'est délicieux. Si la vodka est mauvaise, c'est très mauvais. Bon. Le 1-1-7, le 1-7, on l'a fait tout à l'heure. C'est l'œuf dans du vinaigre. Où il est dans le vinaigre? Ah tiens, il commence déjà à être pas mal, hein, parce que vous voyez, en bas, il n'y a déjà plus de coquilles. Hein. On voit que ça commence à être transparent, il y a des bulles, comme tout à l'heure, il y a une espèce de peau rouge par-dessus. Bon. Alors voilà le 1-1-7, on va attendre un peu. Voilà ce qui se passe, voilà les bulles. Et puis, voilà ce qu'on aura dans 3 jours. Et voilà ce qu'on aura dans 1 mois. Ça n'a pas été publié dans le livre de cuisine, ça. Alors maintenant, continuons. Ah, le 1-1-9, ça tombe bien, on aimait bien les œufs durs, eh bien, on les retrouve. Alors oui, mais on les retrouve, mais la théorie étant fausse, on peut en faire plein d'autres. Parce que, comment les livres de cuisine, ils vous disent cuisiner à 100 degrés. Mais imaginez que vous ayez un lave-vaisselle. Vous mettez un œuf dans votre lave-vaisselle, il est chauffé. Si c'est le programme 50 écho, il est chauffé à 70. Alors qu'est-ce qui se passe à 70 ? Là, c'est 65. Là, cet œuf a été cuit pendant une nuit à 65 degrés. Mais à chaque degré, c'est différent. Voilà 63, 64, 65, 66, 67. Alors 67, on peut modeler le jaune, hein, c'est amusant. Alors on peut faire des cœurs, des spaghettis, on peut même faire un truc marrant. Imaginez que vous prenez le jaune à 67. Vous faites un bâtonnet. Dans l'œuf, vous mettez une soupe de pain. Vous trempez la mouillette de jaune dans le pain. Ah. Alors, et on continue comme ça. Hein. Alors, là, on retrouve les œufs sur le plat, les omelettes, la mayonnaise. Ah, mais celui-là, il est nouveau, c'est un thénard. Ah, le blanc-neige, on le connaissait. Ah, ça, c'est un Geoffroy. Alors, quelle est la recette d'un Geoffroy? C'est 1-6-4, c'est quand même beaucoup plus pratique. Hein. Un autre thénard de blanc, un lavoisier. Alors oui, parce qu'en plus, je leur donne des noms à mes inventions. J'en ai à peu près 150. Hein. Mes inventions, je leur donne des noms de chimistes, parce que le public dans la rue, quand vous dites chimie, il dit ça pue, ça pète, ça pollue, ça empoisonne. Bon. Moi, je dis c'est pas vrai, parce que la chimie est une science, donc la chimie elle-même, elle ne fait pas tout ça. Alors si je donne des noms de chimistes, les gens vont manger des chimistes, en quelque sorte. On va manger un lavoisier. Et si c'est bon, on va dire « Oh, les lavoisiers, c'est bon hein !» Alors voilà, les lavoisiers, les flans, ça existait. Les chaptals, très bon le chaptal, vraiment délicieux. Les libiques,
Les gypses, j'ai pas de four à micro-ondes pour vous le faire, mais les cristaux de vent, celui-là, il est né avant que... Ça, c'est comment faire un mètre cube de blanc en neige. Oui, parce qu'on n'a pas répondu tout à l'heure, on n'a pas le temps. Hein. Mais avec un blanc d'œuf, on peut faire 1 mètre cube de blanc, si on est malin. 1 mètre cube, je vous rappelle, ça fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Hein. Ah, on fait ça comment? Eh bien, maintenant, elle pensera à moi doublement. D'une part, parce qu'elle a un estomac, et en plus, parce qu'elle se demande comment on fait 1 mètre cube. J'ai répondu à votre question? Bon, une autre? Oui, alors dites fort, parce que je ne peux pas monter jusqu'à vous. Hein. Avec les mains comme ça ira mieux. Ouais. Ah ben, vous voyez, ici, je vais vous donner la recette pour faire 1 mètre cube. Vous voyez, elle a battu très bien et le chose est assez ferme. Si on bat plus, on n'aura pas plus de volume. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a de l'eau, parce que dans le blanc d'œuf, il y a de l'eau, il y a 90% d'eau. Il y a des protéines, 10%. Alors les protéines, il faut que je vous en montre. Je crois que j'en ai là. Hein. Voilà. Voilà quand on fait sécher du blanc d'œuf sur un radiateur, l'eau s'évapore et il vous reste ça. Hein. Donc ça, c'est des protéines. Les feuilles de gélatine, c'est des protéines aussi. Bon. Donc dans un blanc d'œuf en neige, il y a de l'eau, des protéines et de l'air. Si ça gonfle pas plus, c'est que ça manque de quelque chose. Donc ça peut manquer soit d'eau, soit de protéines, soit d'air. Alors qui vote pour ça manque d'air? Ah ben vous manquez pas d'air, vous alors. Mais non, ça manque pas d'air, il y en a plein de l'air partout. Qui vote pour ça manque de protéines? Qui vote pour ça manque d'eau? Qui vote pour je ne sais pas? Ah, on y arrive, les meilleurs. Alors quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie. Alors tiens, voilà de l'eau. Donc si vous mettez... Oui, d'accord, mais c'est presque que de l'eau. Donc si vous mettez un peu de jus d'orange, le blanc en neige, il n'avait pas de goût. Donc maintenant, il a un goût d'orange. Vous allez battre. Je ne vais pas le faire parce que c'est long. Ça va avoir le goût du jus d'orange et ça va se mettre à gonfler. Vous remettez du jus d'orange, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et c'est comme ça qu'on fait 1 mètre cube de blanc en neige. Maintenant, vous cuisez ça comme une meringue. Et bien ça, c'est une espèce de meringue d'1 mètre cube. Je crois que ça vaut à peu près 40 € dans le restaurant où c'était servi. C'est un blanc d'œuf avec du jus de citron. Et l'autre, c'est avec du jus de cassis. Donc j'ai un peu répondu à votre question. Hein. Donc c'est pas difficile à faire. Alors quand même une définition de la gastronomie moléculaire. Donc on est d'accord? Gastronomie moléculaire égale science. Je vais me mettre de ce côté-là. La gastronomie moléculaire, c'est la science, ou la discipline scientifique, qui explore les mécanismes, enfin, qui cherche les mécanismes des phénomènes qui apparaissent quand on cuisine. Maintenant, je me mets de l'autre côté, la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, c'est une cuisine qui fait usage de nouveaux ingrédients, de nouvelles méthodes et de nouveaux produits. Donc rien à voir. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis mis de deux côtés. C'est bien clair? Cuisine d'un côté, moi ça ne m'intéresse pas. Gastronomie moléculaire de l'autre, ça, c'est ma vie la plus passionnée. Autre question? Non, vous avez faim? Ah non, il n'a pas faim. Alors, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces recettes? Il y a plein de recettes. Si vous tapez Pierre Gagnaire, G-A-G-N-A-I-R-E, Pierre Gagnaire, vous allez tomber sur le site de Pierre Gagnaire, je crois que c'est http://pierre-gagniere.com. Et là-dessus, vous irez, il y a plusieurs parties, mais il y a une partie qui s'appelle Art et Sciences, et vous trouverez mes 150 inventions avec 150 recettes que Pierre Gagnaire a fait à partir de ses inventions. C'est un exemple. Sinon, moi j'ai fait un site, je vous disais tout à l'heure, qui s'appelle Travaux de Hervétis, et à ce moment-là, il y a plein de fiches recettes, il y a beaucoup plus que sur le site de Pierre. Hein.